Des gouttes salées d'eau de mer coulèrent de mes cheveux tandis que Matteo embrassait ma nuque avec une tendresse que j'avais oublié exister. Ses mains hâlées enserrèrent ma taille, me rapprochant de son corps athlétique sur le lit de pétales de rose blanche. La mer Méditerranée berçait le yacht au rythme de nos battements de cœur, et le soleil couchant de Cannes baignait la cabine de teinte, dorée de passion. « Philippe », murmura-t-il en italien, et je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais permettez-moi de revenir au début de cette histoire que je n'avais jamais prévu de raconter. Abonnez-vous à notre chaîne, amis, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo, et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, n'oubliez pas de mettre une note de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez le plus aimé. Je m'appelle Philippe Beaumont, et à 41 ans, je possède un empire cosmétique que j'ai bâti pendant 15 ans de mariage avec Célestine. Chaque matin, je me réveille dans notre mansion à Cannes, je regarde dans le miroir, et je vois un homme accompli, élégant, aux cheveux châtains touchés d'une noble grisaille, aux yeux bruns qui autrefois brûlaient d'ambition et qui maintenant sont simplement fatigués des interminables conseils d'administration et réceptions mondaines. Ma collection de flacons de parfums anciens occupe tout le bureau. 4 générations de parfumeurs de la famille Beaumont m'ont laissé un héritage non seulement en affaires, mais aussi en souvenirs, capturés dans chaque flacon. Parfois, j'en ouvre un, et j'inspire le parfum du passé, imaginant à quoi ressemblait mon arrière-grand-père quand il créait ses compositions pour l'aristocratie française. Mais ces derniers mois, même ces parfums ne pouvaient plus masquer l'odeur d'ennui qui imprégnait ma vie. Célestine était une épouse parfaite, belle, intelligente, hôtesse idéale. Nous fonctionnions comme une horloge suisse, mais quelque part entre les déjeuners d'affaires et les soirées caritatives, j'avais cessé de me sentir vivant. C'est pourquoi, ce matin de juillet, j'ai décidé de prendre le yacht Étoile Bleue et de passer la journée en mer. Pas avec ma femme, pas avec des partenaires d'affaires, simplement seul, en espérant trouver dans l'immensité de la Méditerranée ce que j'avais perdu dans l'immensité de mes obligations. Matteo Ricci m'attendait au port de Cannes, appuyé contre le bastingage avec la grâce naturelle d'un homme né pour la vie marine. À 35 ans, il ressemblait à un héros de cinéma italien, hâlé, aux cheveux châtains décolorés par le sel et le soleil, aux yeux bleus de la couleur de la mer matinale. Il portait une chemise blanche impeccablement repassée, déboutonnée sur la poitrine, un short, bleu marine, et une casquette de capitaine qu'il arborait avec un charme inné. « Monsieur Beaumont » me salua-t-il en français avec un accent italien qui rendait chaque mot comme une musique. « Prêt pour un voyage au paradis ?» Je souris de son enthousiasme. « J'espère que vous ne promettez pas trop, capitaine. »« En mer, je ne promets jamais plus que ce que je peux donner, » répondit-il en m'aidant à monter à bord. Sa main était forte et calleuse, mais le contact étonnamment tendre. Tandis que nous quittions le rivage, j'observais Matteo manœuvrer le yacht. Chaque mouvement était précis et fluide, comme s'il ne faisait qu'un avec le bateau. Le vent ébouriffait ses cheveux, et le soleil jouait sur sa peau hâlée. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose comme de l'envie, pour cette liberté, cette connexion avec la nature, cette joie simple de vivre. « Vous êtes capitaine depuis longtemps ?» demandai-je, essayant d'engager la conversation. « 20 ans que je navigue sur les mers », répondit-il sans détacher son regard de l'horizon. J'ai commencé sur des bateaux de pêche à Amalfi, puis j'ai travaillé sur des yachts privés dans toute la Méditerranée. Mais des beautés comme votre Étoile Bleue, on n'en rencontre pas souvent. Dans sa voix, il y avait un amour sincère pour la mer et les navires. Je pensais à la dernière fois où j'avais parlé de quelque chose avec une telle passion, probablement 10 ans plus tôt, quand je commençais à étendre l'entreprise sur les marchés internationaux. Et vous? Vous sortez souvent en mer? S'enquit Matteo. Avant, plus souvent, avouai-je. Ces dernières années, tout mon temps est pris par le travail. Vous savez comment c'est. On bâtit un empire, et puis il commence à vous dévorer. Il se tourna vers moi, et je vis la compréhension dans ses yeux. La mer guérit ce genre de fatigue, monsieur Beaumont. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment, quand on enlève tous les masques. Quelque chose dans ces mots fit battre mon cœur plus vite. Peut-être était-ce la sincérité avec laquelle il parlait, ou peut-être simplement le fait que quelqu'un ait enfin vu ma fatigue à travers le façade du succès. Nous naviguions le long de la côte de Cannes, passant devant les villas luxueuses et les hôtels où se tient le célèbre festival de cinéma. J'y avais souvent assisté avec Célestine, souriant aux photographes, échangeant des politesses avec des acteurs et réalisateurs célèbres. Mais maintenant, en regardant tout cela depuis la mer, je me sentais comme si je voyais ce monde pour la première fois de l'extérieur. « C'est beau d'ici, n'est-ce pas ?» remarqua Matteo. « Toutes ces lumières et ces fêtes semblent si petites depuis l'eau. » « Oui, convins-je.
Une perspective intéressante. Je dis toujours à mes passagers, la mer montre la vraie taille des choses. Ce qui semble important sur Terre se transforme ici en points à l'horizon. Nous continuions à naviguer, et progressivement la côte s'éloigna. Matteo me proposa de prendre la barre, et à ma surprise, je me rappelais les compétences d'enfance pour manœuvrer un bateau. Mon père m'avait appris cela avant que les affaires familiales ne réclament toute mon attention. « Vous avez de bonnes mains pour la mer », dit Matteo debout à côté de moi et guidant mes mouvements. Sa proximité était étrangement apaisante et excitante à la fois. Mon père était yachtman dans sa jeunesse, racontai-je, avant de se consacrer entièrement à la parfumerie. Il disait que la mer enseigne la patience et l'humilité. Un homme sage, hocha Matteo. Et qu'aurait-il dit de ce que vous avez oublié ces leçons? La question était douce, mais elle me fit réfléchir. Qu'aurait vraiment dit mon père, en voyant ce que j'avais fait de ma vie, une course infinie au profit, où il n'y avait plus de place pour les joies simples? Probablement qu'il est temps de se rappeler ce que signifie simplement vivre, avouai-je. Matteo sourit, le premier vrai sourire ouvert de la matinée. Alors considérez que votre leçon commence maintenant. À midi, nous étions déjà loin du rivage, en pleine mer, où l'eau avait cette couleur bleue intense, impossible à décrire avec des mots. Matteo proposa de se baigner et j'acceptai, bien que je n'ai pas nagé en haute mer depuis longtemps. L'eau était chaude et incroyablement claire. Je nageais près du yacht, sentant l'eau salée laver non seulement la sueur, mais aussi la tension accumulée. Matteo nageait non loin, ses mouvements dans l'eau aussi gracieux que sur le pont. « Quelle sensation !» cria-t-il. « Comme si j'étais né de nouveau ?» répondis-je, et c'était la vérité. Quand nous remontâmes sur le yacht, Matteo apporta des serviettes et proposa des boissons fraîches. Je ne pus m'empêcher de remarquer comment les gouttes d'eau coulaient sur sa poitrine hâlée, comment le soleil jouait dans ses cheveux mouillés. Il y avait quelque chose de primitivement attractif dans cette naturalité, si différente du vernis artificiel de mon entourage habituel. « Parlez-moi de vous », demandai-je en m'installant dans un fauteuil confortable sur le pont. « De la vraie vie, pas seulement du travail. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si cette histoire vous plaît. » Matteo s'adossa dans son fauteuil, ses yeux bleus fixant l'horizon. Ils avaient cette profondeur particulière que je n'avais vue que chez les gens qui ont vécu une vraie vie, et non simplement existé dans le cadre des attentes sociales. « La vraie vie ?» répéta-t-il avec un léger sourire. « C'est une question intéressante de la part d'un homme qui possède un empire cosmétique. Qu'est-ce que la vraie vie signifie pour vous, Monsieur Beaumont ?» Je sentis son regard m'étudier, comme s'il lisait l'histoire de mon âme dans les rides autour de mes yeux et dans la façon dont je tenais mes épaules. Franchement, je ne m'en souviens plus, avouai-je. Ces dernières années, je vis selon un planning rédigé par ma secrétaire. Je rencontre des gens choisis par mon responsable des relations publiques. Même la nourriture est achetée selon une liste faite par la gouvernante. Et quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que vous le vouliez? Demanda Matteo, et dans sa voix il n'y avait ni jugement ni pitié, seulement un intérêt sincère. Je réfléchis. Quand vraiment? Probablement quand j'ai décidé de sortir en mer aujourd'hui, répondis-je après une longue pause. Alors c'est un bon début, sourit-il. Vous savez, j'ai une collection de lettres dans des bouteilles que j'ai trouvées au fil des années de navigation. 20 ans que je les collectionne. Des messages de gens qui ont osé être honnêtes au moins avec l'océan, s'ils ne pouvaient l'être avec eux-mêmes. Et qu'y a-t-il dedans? M'intéressai-je. De tout. Des aveux d'amour jamais envoyés, des excuses arrivées trop tard, des rêves que les gens ont peur de dire à voix haute. Mais savez-vous ce qui unit toutes ces lettres? Je secouai la tête. Dans chacune, il y a un moment d'honnêteté absolue. Un moment où la personne arrête de prétendre et dit la vérité, à la mer, à elle-même, à l'univers. Parfois, j'ai l'impression que la mer m'apporte exprès ces messages pour que je me souvienne. Chacun de nous porte dans son cœur quelque chose qu'il a peur de dire à voix haute. Ces mots firent trembler quelque chose en moi. « Et qu'écririez-vous dans une telle lettre ?» demandai-je. Matteo me regarda longuement, et je sentis que ce regard pénétrait plus profondément que je n'étais prêt à le permettre. Probablement que je suis fatigué de prétendre que la solitude de la mer me suffit, dit-il doucement. Que parfois, en rencontrant une personne spéciale, je comprends. Certains trésors valent la peine de jeter l'encre. Mon cœur battit plus vite et je n'étais pas sûr d'avoir bien compris l'allusion dans ces mots. Une tension s'installa entre nous, à la fois effrayante et excitante. J'étais marié depuis 15 ans. Je n'avais jamais pensé à ce genre de choses. Mais quelque chose dans la présence de Matteo me faisait reconsidérer les frontières de mon monde. « Peut-être pourriez-vous me montrer ces lettres ?» demandai-je, essayant de détendre l'atmosphère, mais au lieu de cela, je ne fis qu'accentuer l'intimité du moment.
Matteo se leva et se dirigea vers la cabine. Ses mouvements étaient de fluides, comme ceux d'un chat, et je ne pouvais détacher mon regard de sa silhouette. Quand il revint avec une boîte en bois, je remarquai comment le soleil jouait sur ses bras hâlés, avec quelle délicatesse il manipulait chaque lettre. « C'est l'une des plus anciennes », dit-il en me tendant une feuille jaunie. « Je l'ai trouvée au large de la Sicile il y a 10 ans. » Je dépliai la lettre et lus l'écriture irrégulière. « Cher océan, j'ai 40 ans, et j'ai compris que toute ma vie j'ai aimé la mauvaise personne. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le cœur ne choisit pas selon la raison. J'ai peur de dire la vérité, peur de détruire ce que j'ai bâti pendant des années. Mais j'ai encore plus peur de mourir sans avoir su ce que c'est d'aimer. Vraiment. » La lettre tremblait dans mes mains. Les mots me frappèrent par leur proximité avec ce que je ressentais, mais que j'avais peur d'admettre même à moi-même. « Fort, n'est-ce pas ?» dit doucement Matteo. « Parfois, j'ai l'impression que la mer m'envoie précisément les messages que j'ai besoin d'entendre à un moment donné. Et qu'est-il arrivé à l'auteur de cette lettre, à votre avis ?» demandai-je. « Je ne sais pas », répondit Matteo en s'asseyant à côté de moi, plus près qu'avant. « Mais j'espère qu'il a trouvé le courage d'être honnête avec lui-même. La vie est trop courte pour la gaspiller sur ce qui n'apporte pas de joie. » Je sentis la chaleur de son corps et un léger parfum de sel marin, mélangé à autre chose. Peut-être de la crème solaire ou simplement son odeur naturelle. C'était si différent des compositions parfumées auxquelles j'étais habitué. Honnête et direct. « Philippe, dit-il, et pour la première fois il m'appela par mon prénom, sans formule de politesse. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Je hochai la tête, bien que mon cœur batte si fort qu'il devait l'entendre. « Êtes-vous heureux en mariage ?» La question plana dans l'air comme un défi. J'aurais pu répondre par une phrase toute faite sur la façon dont Célestine et moi nous nous entendions parfaitement, sur nos relations stables, sur le respect mutuel, mais quelque chose dans les yeux bleus de Matteo, quelque chose dans cette lettre qui gisait encore dans mes mains, me fit dire la vérité. « Non, » murmurai-je. « Plus depuis longtemps. Nous fonctionnons comme un mécanisme bien rodé, mais il n'y a pas de passion, pas de ce feu qui devrait brûler entre un homme et une femme. Parfois, j'ai l'impression que nous jouons simplement les rôles du couple idéal pour les autres. » Matteo hocha la tête avec compréhension. « Et quand avez-vous ressenti ce feu pour la dernière fois ?» Je réfléchis, essayant de me souvenir. Franchement, je ne m'en souviens pas. Peut-être au tout début de notre relation, mais même alors, Célestine était un choix logique. Belle, intelligente, d'une bonne famille, partageant mes ambitions. Nous avons bâti une vie comme un projet d'affaires. « Et comment se sent le cœur dans un projet d'affaires ?» demanda Matteo, sa voix devenant encore plus basse et intime. « Seul, avouai-je, et cet aveu sonna comme une libération. Très seul. » Matteo tendit la main et couvrit la mienne. Sa peau était chaude et un peu rugueuse à cause du travail avec les cordages. « Vous savez ce que je pense ? Que vous avez passé tant d'années à créer des parfums pour les autres que vous avez oublié votre propre odeur. L'odeur du vrai Philippe, pas de Monsieur Beaumont des magazines. » Ces mots touchèrent juste. Je me sentais vraiment perdu dans ma propre vie, comme un acteur qui avait joué un rôle si longtemps qu'il avait oublié qui il était vraiment. « Et vous ne vous êtes jamais marié ?» demandai-je, sans retirer ma main de son contact. « J'en ai été proche, » répondit Matteo. « Une fille de Naples, nous nous sommes fréquentés 3 ans, mais elle voulait que j'abandonne la mer, que je prenne un poste dans le bureau de son père. Elle disait qu'il était temps de devenir un homme sérieux. Et qu'avez-vous fait ? J'ai choisi la liberté, dit-il simplement. J'ai compris qu'il valait mieux être seul mais honnête avec soi-même que vivre dans une cage, même dorée. Bien que parfois, la nuit, quand on se balance seul dans la cabine sous les étoiles, on se demande « et si j'avais essayé ?» Nous restâmes assis en silence, nous tenant la main comme de vieux amis, mais sentant entre nous une électricité qui était plus que de l'amitié. Le soleil commençait à décliner, peignant la mer en tons dorés et roses. « Voulez-vous que je vous montre un coucher de soleil depuis l'eau ?» proposa Matteo. « Il y a un endroit pas loin d'ici où le soleil se couche droit dans la mer. Un spectacle magique. » J'acceptai, et nous naviguâmes plus loin en haute mer. Matteo avait raison. Le coucher de soleil fut incroyable. Le soleil se transforma en une énorme boule orange, s'enfonçant lentement dans l'eau, et le ciel s'embrasa de toutes les nuances de rose et de violet. « À chaque fois que je vois ça, c'est comme la première fois, » dit Matteo, debout à côté de moi au bastingage. « Je comprends, » répondis-je. « C'est comme un rappel qu'il y a dans le monde une beauté qui ne dépend pas de nos plans et de nos agendas. » « Exactement, » convint-il. « La nature vit selon ses propres lois, et elles sont bien plus sages que les nôtres. » Quand le soleil disparut enfin derrière l'horizon,
Je compris soudain que je ne voulais pas rentrer au rivage, ne pas rentrer à ma vie habituelle, à Célestine, aux réunions interminables et réceptions mondaines. Ici, sur l'eau, aux côtés de cet homme extraordinaire, je me sentais vivant pour la première fois depuis des années. « Vous ne voulez pas rentrer chez vous ?» demanda doucement Matteo comme s'il avait lu dans mes pensées. Je me tournai vers lui, et à la lumière de la lune, son visage semblait taillé dans le marbre par un sculpteur antique. « Comment le savez-vous ?»« 20 ans que je travaille avec des gens sur l'eau, » répondit-il. « J'ai appris à lire les désirs dans les yeux. Vous avez le regard d'un homme qui a trouvé quelque chose d'important et qui a peur de le perdre. » Nous nous tenions proches l'un de l'autre, et je sentais son souffle sur ma peau. Quelque part au loin scintillaient les lumières de Cannes, rappelant un monde qui soudain me semblait étranger et froid. « Parlez-moi de votre famille, » demandai-je, essayant de me distraire de pensées dangereuses. « De vos parents, de votre enfance à Amalfi. » Matteo sourit, mais une ombre passa dans ses yeux. Mon père était pêcheur comme son père et son grand-père. Ma mère travaillait dans un petit restaurant au port. Nous vivions modestement, mais heureusement. Chaque matin, mon père m'emmenait avec lui vérifier les filets, m'apprenait à lire la mer par la couleur de l'eau et la direction du vent. Ça semble idyllique, remarquai-je. Jusqu'à 16 ans, c'était exactement ça, convint-il. Et puis mon père est mort dans une tempête. Le bateau n'a pas résisté aux vagues, son corps n'a jamais été retrouvé. Ma mère s'est brisée après ça. Elle a arrêté de manger, de parler, elle s'asseyait simplement et regardait la mer attendant son retour. Je sentis mon cœur se serrer. Je suis vraiment désolé. Elle est morte 1 an plus tard, continua Matteo doucement. Les médecins ont dit insuffisance cardiaque. Mais je sais la vérité. Elle est morte d'un cœur brisé. Elle n'a simplement pas pu vivre sans lui. Et vous êtes resté seul? Oui. J'ai vendu la maison parentale, acheté un petit bateau et commencé à travailler sur des circuits touristiques, puis passé aux yachts privés. Je pensais que si je restais constamment en mouvement, la douleur ne m'attraperait pas. Dans sa voix, il n'y avait pas de pitié pour lui-même, seulement une tristesse calme d'un homme qui a accepté son destin. Mais je voyais ses épaules tendues, comment il serrait les rambardes du yacht. « Et elle vous a attrapé ?» demandai-je. « Non, » répondit-il en se tournant vers moi. « Mais le bonheur ne m'a pas attrapé non plus, pour l'instant. » Dans ce « pour l'instant », il y avait tant d'espoir et en même temps de peur que je ne tins plus. Je tendis la main et touchai sa joue. La peau était chaude et légèrement rugueuse du vent marin. « Matteo, pas besoin de rien dire, » murmura-t-il en couvrant ma main de la sienne. « Restez simplement ici, avec moi, dans ce moment. » Nous restâmes ainsi longtemps, je ne sais pas combien de temps, peut-être des minutes, peut-être des heures. Le temps perdit son sens. Il n'y avait que nous deux, le clapotis des vagues contre le bord du yacht et des millions d'étoiles au-dessus de nos têtes. Puis Matteo s'écarta doucement. Affamé, j'ai préparé le dîner. C'est alors que je réalisai que nous avions sauté le déjeuner, tellement absorbés par nos conversations. Oui, ce serait merveilleux. Matteo disparut dans la cabine et revint avec un plateau de plats élégamment servi. Fruits de mer frais, salade de roquettes et tomates cerises, fromage local, pain croustillant et une bouteille de vin blanc. « Vous cuisinez aussi ?» m'étonnai-je. « Ma mère m'a appris », répondit-il simplement. Elle disait « Un homme doit savoir nourrir celui qu'il aime. » Nous dînâmes à la lumière des étoiles, et je ne me souviens pas quand la nourriture m'avait paru si délicieuse, peut-être à cause de l'air marin, ou peut-être de la compagnie. « Parlez-moi de vos parfums », demanda Matteo en me resservant du vin. « Comment crée-t-on des arômes qui rendent les gens fous ?» Je ris. C'est toute une science. Les notes de tête que l'on sent immédiatement, les notes de cœur qui se révèlent après quelques minutes, et les notes de fond, qui restent sur la peau pendant des heures. Un bon parfum est comme une symphonie, où chaque instrument entre à son tour. « Et quelle est l'odeur du bonheur ?» demanda-t-il soudain. La question me prit au dépourvu. Je commençais automatiquement à énumérer des notes d'agrumes et de fleurs blanches, mais je m'arrêtais. Vous savez quoi? Pour la première fois depuis des années, je ne sais pas quoi répondre. Pourquoi? Parce que c'est seulement aujourd'hui que je me suis rappelé ce qu'est le bonheur, avouai-je. Et il sent le sel marin, le bronzage et... vous. Matteo se figea avec son verre à la main. Entre nous plana à nouveau cette tension qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. « Philippe, » dit-il doucement, « je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur bondit. « Quoi? Cette journée, elle n'est pas due au hasard. Je vous ai observé pendant des mois quand je travaillais sur différents yachts au port de Cannes. Je vous ai vu venir au quai, regarder la mer avec un regard si perdu, comme si vous cherchiez quelque chose, mais sans savoir quoi. Je sentis que je rougissais. Donc vous, intentionnellement, quand votre assistant a appelé pour réserver le yacht pour aujourd'hui,
J'ai demandé à un collègue de me céder ce travail, continua-t-il. Je voulais rencontrer l'homme qui s'est créé de la beauté pour les autres, mais qui a oublié comment être heureux lui-même. Et qu'aviez-vous prévu? Demandai-je, ne sachant pas si je devais être en colère ou reconnaissant. Franchement, simplement vous montrer un vrai coucher de soleil et préparer un bon dîner. Mais ensuite j'ai compris que j'étais tombé amoureux de vos yeux avant même que nous ayons parlé. Le mot amoureux plana dans l'air comme un défi à tout ce que je savais de moi-même. J'étais marié. Je n'avais jamais pensé aux hommes de façon romantique, mais quelque chose dans l'aveu de Matteo fit battre mon cœur si vite que je craignais de m'évanouir. Matteo, Ne répondez pas tout de suite, me pria-t-il. Réfléchissez simplement. Quand vous êtes-vous senti désiré pour la dernière fois? Quand quelqu'un vous a-t-il regardé pour la dernière fois, non comme un homme d'affaires accompli ou un mari idéal, mais simplement comme un homme? La question me transperça. Célestine m'aimait comme un symbole de stabilité, comme une partie d'un mode de vie qu'elle voulait. Mais quand m'avait-elle regardé pour la dernière fois, avec cette faim dans les yeux que je voyais maintenant dans le regard de Matteo? Mon téléphone sonna, brisant l'intimité du moment. Le nom de Célestine s'afficha à l'écran. « Philippe, où es-tu? Il est tard et tu ne répondais pas au message. » Sa voix semblait inquiète, et je sentis une pointe de culpabilité. « Salut, chérie. Tout va bien. J'ai simplement décidé de rester en mer plus longtemps. Beau coucher de soleil. Tu es seul? » Je regardais Matteo qui s'était tactiquement éloigné à l'autre bout du pont, mais je voyais la tension dans ses épaules. « Avec le capitaine, » répondis-je techniquement vrai. Il me montre les particularités de la navigation locale. « Bien, ne rentre pas trop tard. Demain, nous avons un petit déjeuner avec les Dupont, tu te souviens? » « Bien sûr, je me souviens, » mentis-je. J'avais complètement oublié ce petit déjeuner d'affaires. Je rentrerai à une heure raisonnable. « Je t'aime, » dit Célestine de sa phrase habituelle. « Moi aussi, » répondis-je automatiquement et raccrochai. Quand je me tournai, Matteo était à la barre, regardant dans l'obscurité. Dans sa posture, il y avait quelque chose de douloureusement familier, la solitude d'un homme qui comprend que son bonheur dépend des décisions des autres. « Il est temps de rentrer, » dit-il sans émotion. « Matteo, tout va bien ?» m'interrompit-il. « Je comprends. Vous avez une vie, des obligations, une réputation. » Mais je voyais ses mains trembler quand il démarra le moteur. Je voyais comment il évitait de me regarder. Sur le chemin du retour vers le rivage, nous restâmes silencieux. Le vent était devenu plus frais, et j'enfilai une légère veste que Matteo m'avait apportée. Elle sentait lui, la mer, le soleil, et quelque chose d'indéfinissablement masculin. Quand nous accostâmes au quai de Cannes, je ne savais pas quoi dire. Comment remercier un homme pour m'avoir rendu la capacité de ressentir? Comment s'excuser de ne pas pouvoir lui donner ce qu'il veut? Matteo, commençai-je, mais il secoua la tête. « Prenez ça, » dit-il en me tendant un petit flacon. « De l'eau de mer de l'endroit où nous avons regardé le coucher de soleil. Ajoutez-la à votre collection d'arômes. » Je pris le flacon, et nos doigts se touchèrent un instant. « Merci, pour tout. » « Philippe, » m'appela-t-il alors que j'allais descendre à terre. « Si un jour vous voulez vous rappeler ce que c'est de se sentir vivant, vous savez où me trouver. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et marchai le long du quai vers la voiture. Dans le rétroviseur, je voyais Matteo debout sur le pont, illuminé par les lumières du port, et me regardant partir. À la maison, Célestine m'accueillit en robe de chambre en soie, un verre de vin à la main. « Comment s'est passée la journée? »« Bien, » répondis-je en cachant le flacon d'eau de mer dans ma poche. « Très rafraîchissant. » Elle m'embrassa sur la joue, et je sentis ses parfums français chers, une composition complexe de jasmin, rose et ambre. Un arôme qui autrefois me semblait l'incarnation de l'élégance, maintenant paraissait artificiel et froid. Cette nuit-là, je ne pus dormir longtemps, tenant le flacon d'eau de mer dans ma main et me rappelant les yeux bleus de Matteo, son rire, le contact de ses mains. Pour la première fois en 15 ans de mariage, je gisais à côté de ma femme et pensais à un autre homme. Les 2 semaines suivantes passèrent comme dans un brouillard. J'accomplissais mes devoirs mécaniquement, rencontres avec des partenaires, signatures de contrats, sourires aux réceptions mondaines. Mais mes pensées revenaient constamment à cette journée en mer, à Matteo, à la sensation de vie que j'avais éprouvée en sa présence. Le flacon d'eau de mer, je le cachais dans mon bureau personnel, derrière la collection de parfums familiaux. Chaque matin, en venant au travail, je le sortais et inspirais l'odeur de ce jour. Sel, liberté et quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais nommer mais qui faisait battre mon cœur plus vite. Célestine remarqua ma distraction au petit déjeuner avec les Dupont. « Chérie, tu te comportes bizarrement ces derniers temps, » dit-elle quand nous rentrâmes à la maison.
Quelque chose ne va pas? Simplement fatigué, répondis-je en évitant son regard. Beaucoup de travail. Peut-être devrions-nous prendre des vacances? Aller en Suisse? Dans notre hôtel préféré? Suisse. Montagne au lieu de mer, air froid au lieu de vent salé, prévisibilité au lieu d'aventure. Je frissonnais à cette seule pensée. Plus tard, dis-je. Ce n'est pas le meilleur moment maintenant. Mais Célestine était tenace. Le lendemain, elle élaborait déjà des plans, réservait une chambre, choisissait des dates. 2 semaines en montagne, exactement ce que le docteur a prescrit, annonça-t-elle au dîner. Nous partirons dans 1 mois. 1 mois. 1 mois avant qu'on ne m'emmène encore plus loin de la mer, de la possibilité de revoir Matteo. Je compris que je devais agir. Sinon ce moment de ma vie resterait seulement un souvenir. Le lendemain matin, je me rendis au port, officiellement, pour vérifier le yacht, m'assurer que tout était en ordre. En réalité, dans l'espoir de rencontrer Matteo par hasard. Il n'était pas au quai. Je demandais aux autres capitaines, mais personne ne savait où il était. Matteo est un artiste libre, dit un vieux marin à la barbe grise. Il apparaît quand on a besoin de lui, disparaît quand il le veut. Un vrai fils de la mer. Déçu, je rentrai à la maison. Mais le lendemain, je revins. Et après-demain. Célestine commença à poser des questions sur mes fréquents voyages au yacht. Problème technique? Mentis-je. Je veux m'assurer que tout fonctionne correctement. Le 4e jour, je vis une silhouette familière sur le pont du yacht voisin. Matteo nettoyait le pont, sa chemise déboutonnée, des gouttes de sueur brillant sur sa peau hâlée. Il ne me voyait pas, complètement concentré sur son travail. Je me tenais sur le quai l'observant et sentais quelque chose se serrer douloureusement dans ma poitrine. C'était du manque. Un manque aigu, physique pour un homme que je connaissais depuis un seul jour, mais qui avait bouleversé ma vie. Comme s'il avait senti mon regard, Matteo leva la tête. Nos yeux se rencontrèrent, et sur son visage se reflétèrent d'abord la surprise, puis quelque chose comme de la joie. « Philippe, salut » dis-je en m'approchant. « J'espérais vous rencontrer. » Il posa la serpillière et sauta sur le quai. Si proche, je ressentis à nouveau son odeur. Sel marin, bronzage et quelque chose d'indéfinissablement masculin qui me faisait perdre la clarté d'esprit. « Comment allez-vous » demanda-t-il prudemment. « Franchement, mal, avouai-je. Je ne peux pas chasser cette journée de ma tête. Je ne peux pas oublier ce que vous avez dit. » Dans ses yeux brilla l'espoir. « Et qu'avez-vous décidé » Je regardais autour, le quai plein de gens, les yachts avec des passagers curieux. « Pas ici. Pouvons-nous parler ailleurs » ? « Bien sûr. Je connais un petit café dans la vieille ville. Les touristes n'y vont pas. » Le café était un minuscule établissement avec 3 tables et un propriétaire italien qui accueillit Matteo comme un vieil ami. Nous nous assîmes à une table dans le coin, loin de la fenêtre. « Matteo, commençai-je quand on nous apporta du café. Toute ma vie, j'ai vécu selon les règles. J'ai épousé une femme convenable, bâti une entreprise réussie, vis dans une belle maison, conduit la bonne voiture. J'ai tout ce dont rêve l'homme moyen. Mais, demanda-t-il doucement, mais je me sens mort, avouai-je. Chaque jour est identique, chaque conversation prévisible, chaque émotion réprimée. Et puis vous êtes apparu et m'avez montré que j'avais oublié ce que c'est d'être vivant. » Matteo tendit la main à travers la table et toucha mes doigts. « Que voulez-vous de moi, Philippe ?»« Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je n'ai jamais été dans une telle situation. Je suis marié, j'ai une réputation, une entreprise qui dépend de mon image. Mais je ne peux pas arrêter de penser à vous. Et si tout cela n'avait pas d'importance ?» demanda-t-il. « S'il n'y avait pas de femme, de réputation, d'entreprise, que voudriez-vous » La question me fit taire. Que voulais-je vraiment? Je voudrais me sentir vivant à nouveau, dis-je enfin. Je voudrais me réveiller le matin et attendre le jour avec impatience. Je voudrais que quelqu'un me regarde comme vous me regardiez sur le yacht. Je peux vous donner tout cela, dit doucement Matteo, mais pas comme une aventure secrète. Je ne suis pas prêt à être le sale secret de quelqu'un. Ces mots me frappèrent comme une vague froide. Que voulez-vous dire? Je veux dire que si vous voulez être avec moi, vous devez être prêt à changer votre vie. Vraiment changer. Ne pas vous cacher, ne pas mentir, ne pas vivre une double vie. Mais comment? Je ne peux pas simplement tout abandonner. Vous le pouvez, m'interrompit-il. La question est de savoir si vous le voulez assez fort. À ce moment, mon téléphone sonna. Célestine. Je refusai l'appel, mais quelques secondes plus tard, il sonna à nouveau. « Excusez-moi », dis-je à Matteo et répondis. « Philippe, où es-tu? Nous avons une réunion avec l'architecte dans une demi-heure. » L'architecte. Nous planifions la reconstruction de la maison d'été en Provence. Encore une cage dorée que nous nous construisions. J'arrive dans 20 minutes, dis-je. Bien. Et n'oublie pas d'apporter les plans qui sont dans ton bureau.
Je raccrochais et regardais Matteo. Il m'observait avec une compréhension triste. « Votre vie vous appelle, dit-il. Matteo, tout va bien ?» Il se leva de table. « Je comprends. Moi aussi j'ai eu un jour le choix entre la sécurité et la liberté. J'ai choisi la liberté et je ne l'ai pas regretté un seul jour. Mais tout le monde n'est pas prêt à un tel pas. » Il se dirigea vers la sortie, mais je le rattrapai sur le seuil du café. « Attendez, dis-je. Donnez-moi du temps pour réfléchir. »« Combien de temps ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. 1 semaine 2 ?» Matteo me regarda longuement et attentivement. « Philippe, le temps n'aidera pas. Soit vous êtes prêt à changer votre vie pour une chance au bonheur, soit non. Le cœur connaît la réponse tout de suite. Et si je ne suis pas prêt à tout perdre, alors vous avez déjà fait votre choix, dit-il tristement. Bonne chance, Philippe. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Il partit, et je restai debout dans la rue de la Vieille Canne, sentant quelque chose d'important m'échapper des mains. La réunion avec l'architecte se passa comme dans un brouillard. Je hochais la tête aux bons endroits, signais des documents, discutais des détails de la reconstruction, mais mes pensées étaient ailleurs. Célestine était ravie des nouveaux plans. « Imagine, chérie, quelle maison nous aurons. L'endroit idéal pour recevoir des invités, » gazouillait-elle au dîner. « Recevoir des invités, événements mondains, sourires interminables et conversations vides, tout ce dont j'étais déjà fatigué jusqu'au fond de l'âme. »« Célestine, dis-je soudain, et toi, es-tu heureuse ?» Elle s'arrêta avec sa fourchette à mi-chemin de la bouche. Quelle question étrange. Bien sûr, je suis heureuse. Nous avons une vie merveilleuse. Mais es-tu heureuse avec moi? Comme une femme avec un homme? Elle fronça les sourcils. Philippe, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu poses des questions bizarres. Tu te comportes distraitement. Réponds simplement à la question. Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois et ressenti de la passion? Un silence gênant s'installa. Nous sommes des adultes, Philippe. La passion, c'est pour les adolescents. Nous avons quelque chose de plus important. La stabilité et le respect mutuel des objectifs communs. Et l'amour? Bien sûr, il y a de l'amour, dit-elle vite, mais j'entendis l'incertitude dans sa voix. Cette nuit-là, je restai éveillé, regardant le plafond. À côté dormait Célestine, et je compris qu'elle était aussi malheureuse, simplement peur de se l'avouer. Nous nous accrochions tous les deux à l'habitude, à la sécurité, à ce que la société approuve, mais qui n'apportait de joie à aucun de nous. Et quelque part au port, sur son yacht sous les étoiles, dormait un homme qui m'avait offert une vraie vie. Et moi, peut-être venais-je de rater ma seule chance au bonheur. Le lendemain, j'appris que Matteo était parti. Le capitaine du yacht voisin dit qu'il avait pris un contrat à long terme en Grèce. Quand il reviendrait, inconnu. Je me tenais sur le même quai où nous nous étions rencontrés pour la première fois, et sentais quelque chose d'important s'effondrer en moi. La possibilité avait filé. Le moment était manqué. Le choix fait par défaut. Le mois suivant fut la période la plus sombre de ma vie. Je fonctionnais comme un robot, me levais à 7 heures, prenais le petit déjeuner avec Célestine, allais au bureau, tenais des réunions, rentrais à la maison, dînais, me couchais, et ainsi chaque jour, comme dans le film, un jour sans fin. Célestine se préparait joyeusement au voyage en Suisse, achetait de nouveaux vêtements, réservait des tables dans les restaurants. Ce sera notre second lune de miel, disait-elle. Mais son enthousiasme ne faisait qu'accroître ma dépression. J'allais de plus en plus souvent dans mon bureau et sortais le flacon d'eau de mer. L'odeur s'évaporait progressivement, comme les souvenirs de ce seul jour où je m'étais senti vivant. Parfois, il me semblait que j'avais tout inventé, qu'il n'y avait pas de Matteo, pas d'yeux bleus, pas d'aveu d'amour sous les étoiles. Le travail cessa d'apporter satisfaction. Je siégeais aux réunions et pensais que je gaspillais ma vie à créer un nouvel arôme qui serait vendu à des gens aussi malheureux dans leur quotidien. Quel sens y a-t-il au parfum si la vie elle-même a perdu son odeur? Philippe, nous avons un problème, dit mon adjoint Jean-Pierre en entrant dans le bureau sans frapper. La nouvelle ligne de parfum a échoué au test. Les focus group disent que l'arôme est ennuyeux et prévisible. Ennuyeux et prévisible, comme ma vie. Que proposes-tu? Demandai-je mécaniquement. Il faut refaire la formule. Ajouter quelque chose d'inattendu qui accroche. Peut-être des notes marines? C'est à la mode en ce moment. Notes marines. Je touchai involontairement la poche où gisait le flacon presque vide. Fais ce que tu juges nécessaire, dis-je. Ça m'est égal. Jean-Pierre me regarda surpris. Ça t'est égal? Philippe, c'est le plus grand lancement de l'année. S'il échoue, l'entreprise subira de sérieuses pertes. Je comprends. Hochai-je. Simplement, fais comme tu le juges correct. Après son départ, je compris que j'avais touché le fond. Je ne ressentais plus rien. Ni passion pour le travail, ni attachement à ma femme,
ni intérêt pour la vie. Je m'étais transformé en une coquille vide qui existe par inertie. Ce soir-là, Célestine annonça au dîner: « Chérie, j'ai une surprise. J'ai invité les Dupont à nous rejoindre en Suisse. Ce sera si amusant. Ski, fête, cartes jusqu'au matin. » Les Dupont. Lui, un banquier prétentieux avec un ventre, elle, sa troisième femme, de 20 ans sa cadette. Ils représentaient tout ce que je détestais dans mon cercle social. La fausseté, le tape à l'œil, le vide couvert de choses chères. Parfait, dis-je. Et dans ma voix, il y avait une telle mélancolie que Célestine finit par prêter attention. « Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles mourir sous mes yeux. »« Mourir, le mot juste. Rien de spécial, » répondis-je, simplement fatigué. « Peut-être devrions-nous consulter un médecin ou un psychologue? Un psychologue n'aidera pas. Il n'y a pas de remède à une vie choisie par erreur et dont on ne voit pas d'issue. » Cette nuit-là, je rêvais de Matteo. Nous étions sur le pont du yacht. Il me tendait la main et disait « Saute, je te rattraperai. » Mais quand je voulais faire un pas vers lui, mes jambes ne m'obéissaient pas, comme si j'étais enraciné dans le pont. Je me réveillais en sueur froide et pour la première fois en un mois, je pleurais. Le lendemain, je me rendis au port. Je ne savais pas pourquoi. Simplement, je voulais être là où je m'étais autrefois senti vivant. Je m'assis sur un banc, observant les yachts, et soudain j'entendis une voix familière. Donc, je ne suis pas le seul à regretter la mer. Je me tournai brusquement. Sur le quai se tenait le vieux marin à la barbe grise, celui qui m'avait parlé de Matteo un mois plus tôt. « Bonjour », le saluai-je. « Je me souviens de vous », dit-il en s'asseyant sur le banc. « Vous cherchiez le capitaine Ricci. L'avez-vous trouvé ?»« Brièvement », répondis-je honnêtement. Le vieillard hocha la tête avec compréhension. « Matteo est un gars spécial. Il sait voir les gens en profondeur, et les gens ne sont pas toujours prêts à une telle honnêteté. Il est parti, dis-je. Je sais, mais hier, un homme étrange est venu, le cherchait. Il a dit que Matteo lui avait demandé de transmettre quelque chose si M. Beaumont apparaissait. Mon cœur bondit. Quoi transmettre? Le vieillard sortit une enveloppe de sa poche. Ça, et il a aussi donné une adresse en Grèce au cas où. De main tremblante, je pris l'enveloppe. Dessus était écrit simplement « Philippe ». Je reconnus l'écriture de Matteo. « Merci », murmurai-je. À la maison, je m'enfermai dans le bureau et ouvris la lettre. L'écriture était large, assurée. « Philippe, si tu lis ceci, cela signifie que la douleur est devenue insupportable. Je savais que ce serait ainsi. Je l'ai vu dans tes yeux la même mélancolie que dans les miens après la mort de mes parents. La mélancolie d'un homme qui vit une vie qui n'est pas la sienne. Je suis parti non pas parce que j'étais en colère contre ton choix. Je suis parti parce que je ne pouvais pas regarder comment tu meurs lentement dans une cage dorée. Mais je t'ai laissé un chemin de retour, si tu décides de le prendre. En Grèce, il y a une petite île, Skiathos. J'y travaille comme guide sur un yacht privé pour touristes. L'adresse est jointe séparément. Si tu viens, n'attends pas d'excuses pour mes mots. Ils étaient la vérité. Mais j'attendrai que tu trouves enfin le courage de vivre. Je ne te demande pas de tout abandonner pour moi. Je te demande de le faire pour toi. Parce que l'homme que j'ai rencontré sur le yacht ce jour-là mérite une vraie vie. Dans l'enveloppe, il y a un billet d'avion pour Athènes et l'adresse d'un hôtel à Skiathos. La date est ouverte. Tu peux voler quand tu trouveras le courage. Ou ne jamais voler, si le courage ne se trouve pas. Le choix est à toi, Philippe, comme il l'a toujours été. Matteo PS. Tu te souviens, tu demandais quelle est l'odeur du bonheur? Viens, et je te la montrerai à toi-même. Je lus la lettre encore, et à chaque fois, je sentais quelque chose revivre en moi. Matteo ne m'avait pas oublié. Mieux encore, il avait trouvé un moyen de me tendre la main à travers la distance et le temps. Le billet était réel. Première classe, date ouverte. J'imaginais combien cela coûtait sur le salaire d'un guide, et ma gorge se serra de gratitude et de honte en même temps. L'adresse de l'hôtel était écrite sur une feuille séparée, avec un numéro de téléphone et un simple schéma pour arriver depuis le quai. Je siégeais dans le bureau, tenant mon bouet de sauvetage et compris, c'est le moment de vérité. Soit je trouve le courage de changer ma vie, soit je reste pour toujours dans la cage dorée que je m'étais construite. Derrière la porte, le rire de Célestine retentit. Elle parlait au téléphone avec une amie planifiant des tenues pour la Suisse. Demain, nous devions voler en montagne, pour 2 semaines de bonheur prévisible, en compagnie de gens qui ne m'intéressaient pas. Ou, je pris le téléphone et trouvai le numéro de la compagnie aérienne. Mes doigts tremblaient quand je composais le numéro. Bonsoir, je voudrais réserver un billet pour le vol de demain à Athènes. Pendant que je parlais à l'opérateur, Célestine entra dans le bureau. Chérie, les valises sont presque prêtes, il ne reste plus que...
Elle s'arrêta en voyant le billet dans mes mains et le téléphone à l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Je terminai la conversation et me tournai vers elle. Pour la première fois en un mois, je sentais la clarté dans ma tête. Célestine, nous devons parler. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si cette histoire trouve un écho dans votre cœur. Célestine me regardait avec une surprise et une inquiétude croissante. Le billet pour Athènes gisait entre nous comme une frontière entre deux mondes. « Philippe, explique-moi ce qui se passe », dit-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face. Je respirais profondément. L'heure de l'honnêteté était venue, avec elle et avec moi-même. « Célestine, nous sommes malheureux, commençai-je. Tous les deux. Nous avons simplement peur de nous l'avouer. De quoi parles-tu » Sa voix tremblait. « Nous avons une vie merveilleuse, un mariage stable. Nous avons une imitation de mariage. » L'interrompis-je doucement. Nous jouons les rôles d'un couple heureux depuis si longtemps que nous y avons cru nous-mêmes. Mais quand m'as-tu regardé pour la dernière fois et ressenti de l'amour? Un amour vrai? Pas de l'attachement? Pas de l'habitude? Célestine se tut, et je vis dans ses yeux la même confusion qui me tourmentait depuis des mois. Quand as-tu rêvé pour la dernière fois d'un baiser passionné avec moi? Quand avons-nous parlé pour la dernière fois non de plans, d'argent ou d'obligations sociales, mais de sentiments? Continuai-je. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Philippe, on ne peut pas exiger des gens de 40 ans une passion adolescente. Pourquoi pas? Demandai-je. Qui a dit qu'après 40 ans, il faut se contenter d'un succès d'années de vie? Que l'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre? Et alors quoi? Tu veux le divorce? Je me tus, rassemblant mes pensées. Je veux que nous soyons tous les deux honnêtes. Célestine, aimes-tu moi, ou aimes-tu la vie que nous avons bâtie ensemble? Elle resta longtemps silencieuse, regardant le sol. Quand elle leva les yeux, il y avait une honnêteté douloureuse dedans. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Mon Dieu, je ne sais vraiment pas. Nous vivons ensemble depuis si longtemps que j'ai oublié la différence entre l'amour pour toi et l'amour pour notre vie. Et moi, je suis tombé amoureux, dis-je doucement. Célestine tressaillit, comme si je l'avais frappée. De qui? D'une personne qui m'a montré que je suis encore capable de ressentir. Que la vie peut ne pas être un ensemble d'obligations, mais une aventure. C'est une femme. Je secouai la tête. Un homme. Capitaine de yacht. Si j'avais dit que j'étais tombé amoureux d'une Martienne, Célestine aurait été moins surprise. Elle ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un mot. Je ne comprends pas moi-même comment c'est arrivé, continuai-je. Je n'avais jamais pensé être capable de tels sentiments pour un homme. Mais il a réveillé en moi quelque chose que je considérais comme mort. Et tu veux tout abandonner pour ça? Dans sa voix, il y avait de la douleur et de l'incompréhension. Je veux abandonner tout pour le droit d'être moi-même. Comprends-tu la différence? Pas pour lui, mais pour la possibilité de vivre honnêtement. Célestine se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle resta longtemps dos à moi et je voyais ses épaules tendues. « Et moi ?» demanda-t-elle sans se tourner. « Que va-t-il m'arriver? Tu seras libre, dis-je. Libre de trouver celui qui t'aimera vraiment, et non comme un bel ajout à une vie réussie. J'ai 40 ans, Philippe. Je ne pourrai pas recommencer. Tu le pourras. Tu es belle, intelligente, talentueuse. Simplement, nous ne nous convenons pas, bien que nous ayons essayé de nous convaincre du contraire. » Elle se tourna vers moi, et je vis qu'elle pleurait. « J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi j'ai peur, répondis-je. Mais j'ai encore plus peur de passer le reste de ma vie dans un demi-sommeil. Nous parlâmes jusqu'au matin. Nous pleurâmes. Nous nous rappelâmes les bons moments. Nous avouâmes honnêtement ce que nous ressentions depuis longtemps mais avions peur de dire. À l'aube, nous comprîmes tous les deux. Notre mariage s'était terminé non pas hier mais il y a longtemps. Nous ne voulions simplement pas le remarquer. « Que diras-tu aux gens ?» demanda Célestine. « La vérité, que nous avons compris, mieux vaut nous séparer en amis que rester des époux malheureux. Et l'entreprise? Jean-Pierre s'en occupera. Il est prêt depuis longtemps à prendre plus de responsabilités. Et tu voles vraiment en Grèce? Oui, aujourd'hui. Célestine hocha la tête. Alors vas-y avant de changer d'avis. Je fis une seule valise, les choses les plus nécessaires. Au dernier moment, je pris le flacon d'eau de mer. Il était presque vide, mais conservait encore l'odeur de ce jour où ma vie avait commencé à changer. À l'aéroport, je ressentis une étrange légèreté. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'agenda pour demain, pas d'obligation, pas de plan clair. Il n'y avait qu'une direction, vers le sud, vers la mer, vers l'homme qui avait cru en moi plus que moi-même. Le vol pour Athènes dura 3 heures. Je regardais par le hublot les nuages et pensais que je volais vers l'inconnu. Je ne sais pas si Matteo me pardonnera 1 mois d'hésitation. Je ne sais pas ce qui arrivera ensuite à ma vie. Mais pour la première fois en décennies, je sentais que je volais dans la bonne direction.
De l'île de Skiathos, un coucher de soleil m'accueillit, aussi beau que celui que nous avions observé avec Matteo sur le yacht au large de Cannes. L'hôtel était modeste mais cosy, petite maison blanche sur la pente d'une colline, terrasse avec vue sur la mer, odeur de jasmin et de sel dans l'air. « Vous êtes Monsieur Beaumont ?» demanda la fille à la réception en anglais. « Oui, le capitaine Matteo vous attend. Il a dit qu'il serait au quai chaque soir au coucher du soleil jusqu'à ce que vous arriviez. » Mon cœur battit si fort que je craignais de m'évanouir. Je courus au quai, sans même m'installer à l'hôtel. Il se tenait dos à moi, appuyé contre les rambardes et regardant la mer, la même chemise blanche, le même short bleu marine, la même grâce naturelle dans chaque mouvement. Mais dans ses épaules, il y avait la tension d'un homme qui attend longtemps et commence à perdre espoir. Matteo l'appelai-je doucement. Il se tourna lentement et je vis dans ses yeux d'abord l'incrédulité, puis la joie, puis la prudence. « Tu es venu, » dit-il simplement. « Je suis venu. Et maintenant ?» Je m'approchai jusqu'à ce qu'il ne reste entre nous que la distance d'un bras tendu. « Maintenant, je veux savoir quelle est l'odeur du bonheur. » Matteo sourit, de ce sourire ouvert, honnête que je me rappelais chaque nuit du dernier mois. « Le bonheur sans la liberté, » dit-il en faisant un pas vers moi. « Le courage, et la possibilité d'être soi-même. Et encore, murmurai-je, sentant la chaleur de son corps. Et encore le sel marin, le coucher de soleil, et... Il toucha mon visage. Et toi? Quand nos lèvres se rencontrèrent, je compris. C'est ce que j'avais cherché toute ma vie sans savoir que je cherchais. Pas la passion, bien que la passion y était aussi. Pas simplement l'amour, bien que l'amour débordait mon cœur. C'était un retour à la maison, à moi-même vrai. Nous nous embrassions sur le quai sous les étoiles grecques, et je sentais qu'à chaque seconde je devenais plus vivant, plus vrai, plus moi. Que se passera-t-il ensuite? Demandai-je quand nous nous séparâmes enfin. Je ne sais pas, répondit honnêtement Matteo, mais nous le découvrirons ensemble. Ensemble, répétai-je et compris, c'est le plus beau mot du monde. Un an plus tard, nous ouvrîmes un petit atelier de parfumerie à Skiathos. Matteo guide les touristes dans les îles, et moi je crée des arômes inspirés par la mer, le vent et la liberté. Mes parfums sentent maintenant non pas les études de marché, mais la vraie vie. Célestine s'est remariée avec l'architecte qui projetait la reconstruction de notre maison en Provence. À son mariage, elle a envoyé une photo, heureuse, amoureuse, vivante. Je ne l'avais jamais vue ainsi en 15 ans de mariage. Parfois, les touristes me demandent « Comment avez-vous décidé d'abandonner tout et de recommencer à 40 ans ?» Et je réponds « Parce que j'ai compris, mieux vaut une vraie vie que 100 années fausses. » Et les soirs, Matteo et moi nous asseyons sur la terrasse de notre maison, regardons le coucher de soleil, et lisons les lettres dans des bouteilles que la mer continue d'apporter à notre rivage. Dans chaque message, la douleur de quelqu'un, le désir d'être honnête au moins avec l'océan. Et parfois, très rarement, nous trouvons des lettres avec des fins heureuses. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne si cette histoire vous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires votre note de 0 à 10. C'est très important pour nous. Dites ce que vous avez le plus aimé.